S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Et notre invité ce soir, Hervé Lamorlette, comment allez-vous ? Très bien, bonsoir. Bonsoir, Lionel. vous êtes le directeur général de RCUA. Alors on connaît bien RGDS, opérateur évidemment historique pour le gaz. On connaît moins RCUA. Expliquez-nous ce métier, le métier de cette filiale. Alors notre métier, on pourrait le résumer comme un métier de diffuseur de chaleur décarbonée. Donc en gros, on travaille avec nos clients en fait, pour élaborer des solutions pour produire et distribuer de l'énergie verte la moins chère possible. Et concrètement, c'est la construction de grosses centrales énergétiques pour alimenter des quartiers ou alors des villes tout entières avec une énergie renouvelable. À l'instar de celle du Wacken, qu'on va découvrir de suite, chaufferie du Wacken, il y a une cohabitation entre la chaudière à gaz et des chaudières biomasse, autrement dit bois et rafles de maïs. Et depuis quelques jours, il y a même un pilotage par l'intelligence artificielle. Reportage, Mathieu Champvillard. De cette chaufferie part une eau à 90 degrés qui sert à chauffer tous les grands équipements du secteur. Le lycée, de grands immeubles de bureaux, le Rhenus Sport, 2 hôtels ou encore une piscine publique. Tous ces équipements sont connectés par fibre optique à la chaufferie qui connaît donc en détail toutes leurs variations de consommation. Les 2 dernières années, on a pu enregistrer le fonctionnement de la chaufferie, du réseau de chaleur et des consommateurs. Grâce à ces enregistrements, on a mis en place un algorithme. Donc l'algorithme, déjà, il a été créé grâce à ces enregistrements. Il a été entraîné grâce à ces enregistrements et il nous permet de prédire une consommation d'énergie du réseau de chaleur. Ces données sont ensuite croisées avec une foule d'éléments extérieurs qui vont impacter les besoins. La température extérieure, bien sûr, le vent, l'ensoleillement, mais aussi le calendrier scolaire qui impacte les besoins du lycée ou les matchs de basket de la SIG qui augmentent les besoins du Rhenus. Le logiciel d'intelligence artificielle, l'IA, doit donc en déduire une prévision de consommation afin d'adapter au mieux le fonctionnement de ces chaudières à bois. L'intérêt de l'IA, c'est de voir venir cette demande. Une fois qu'on a vu venir la demande, on a pu anticiper et on a pu augmenter la puissance de la chaudière biomasse 1 heure avant la demande. Cette heure gagnée nous permet d'optimiser le fonctionnement au bois. Donc on va utiliser plus d'énergie biomasse et on va peut-être éviter un démarrage de chaudière gaz ou du moins on va très fortement limiter la consommation de gaz. Le but est évidemment de privilégier au maximum la consommation de bois plutôt que de gaz. La saison de chauffe qui vient de démarrer sera le premier vrai test grandeur nature pour ce nouveau système de pilotage. Le Rhenus et la SIG bien chauffés, c'est l'intelligence artificielle qui est passée par là. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan en fait ? Depuis quelques semaines, c'est l'intelligence artificielle qui pilote en fait les régulations de la chaufferie. Et pour l'instant, tout se passe bien. Après, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'atteindre une augmentation de 2% d'énergie renouvelable supplémentaire sur ce réseau de chaleur. Et 2%, en fait, ça représente à peu près l'équivalent de 200 logements alimentés avec des énergies renouvelables. Oui, ça paraît peu, 2%, voilà. Mais c'est énorme en fait. C'est conséquent. En termes d'investissement, pour nous, l'intelligence artificielle, c'est très très limité, parce que ça coûte peu cher, contrairement à... Pour la mettre en place. Pour la mettre en place, pour la développer et la fiabiliser. Et si on avait dû augmenter de 2% en fait, la couverture du réseau du Wacken, il aurait fallu qu'on investisse dans une chaudière de 1 MW, qui coûte à peu près 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'il y a comme autre application pour l'intelligence artificielle sur vos sites à vous ? L'objectif qu'on s'est fixé en 2020, c'est de déployer cette intelligence artificielle sur l'ensemble de nos réseaux de chaleur. Donc c'est d'avoir un système duplicable. Et là, ce qu'on est en train d'expérimenter également, c'est, vu que l'intelligence artificielle nous prédit nos futures consommations, on va s'en servir également pour élaborer nos budgets ou également pour éventuellement prévoir nos clôtures budgétaires qui sont si chères à nos financiers. Voilà, incroyable intelligence artificielle. Ce qu'on sait un petit peu, moi, c'est que vous collaborez aussi avec des laboratoires. Un gros travail se fait avec l'Institut Carnot MICA de Mulhouse sur le stockage d'énergie. Oui, ça fait 5 ans qu'on travaille avec l'Institut MICA Carnot sur différentes thématiques. Et l'avantage de l'Institut MICA Carnot, c'est qu'il regroupe 17 laboratoires locaux. Et donc, eux nous aiguillent directement vers les bons chercheurs, les bons laboratoires, en fait, par rapport à nos besoins. Et on a une chance en Alsace, c'est que ces laboratoires sont de qualité et nous permettent d'avoir des résultats qui sont très, très satisfaisants. Alors, c'est ce qu'on va voir de suite. Votre cœur de métier, évidemment, c'est la production et la fourniture d'énergie, mais pas que maintenant, puisqu'on commence à s'intéresser au stockage de la chaleur, qui est vraiment un gros problème. On est allé sur le campus de Mulhouse, comprendre à quoi pouvait ressembler le chauffage de demain. Ici, les recherches partent d'un double constat très simple.
D'abord, nous n'exploitons pas suffisamment les énergies renouvelables et en plus, une partie de l'énergie que nous produisons est perdue, faute de savoir la stocker correctement. C'est tout l'enjeu des travaux menés dans ce laboratoire de recherche de l'Institut Carnot-Mika. Nous cherchons de stocker de la chaleur qui est disponible comme la chaleur du soleil, ou la chaleur qui est perdue, donc l'énergie fatale, ce qu'on appelle l'énergie fatale dans l'industrie ou dans les réseaux de chaleur, pour pouvoir l'utiliser pour des utilisations courantes comme le chauffage des maisons et des bâtiments, ou pour la rejeter dans les réseaux de chaleur et donc ne pas la perdre. Pour comprendre la suite, vous devez oublier votre conception habituelle de la chaleur. Ici, on ne cherche pas à maintenir de la chaleur sensible, comme on garderait de l'eau chaude dans un ballon. Le but, c'est de stocker les calories de chaleur, de les piéger dans un matériau un peu comme une éponge, et de pouvoir les libérer à volonté, selon les besoins, pour recréer de la chaleur sensible utilisable chez vous. Ce matériau, une fois séché, donc on dit qu'il est chargé de chaleur, mais en effet il est froid. On peut le garder en effet à température ambiante pour un temps autant long qu'on veut. Et cette chaleur, elle est gardée jusqu'au moment où ce matériau il est à nouveau exposé à l'eau, donc à de l'humidité de l'air ou à de l'eau liquide, qui réagit avec notre matériau solide pour donner une réaction qui dégage de la chaleur. Plusieurs prototypes existent déjà dans le monde, plutôt destinés à des usages domestiques. Le laboratoire mulhousien planche, lui, sur des applications plus industrielles, destinées à récupérer de la chaleur fatale sur des sites industriels. Et avec nous, Hervé Lamorlette, notre invité. Pourquoi est-ce que c'est important de stocker comme ça cette chaleur, hein ? Parce qu'on a une grosse intermittence entre les besoins en fait, des consommateurs et la production. En été, on a de gros apports solaires gratuits. Mais c'est difficile en fait d'emmener cette énergie jusqu'à l'hiver. Parce qu'on a besoin de chauffer en été les appartements, donc on a beaucoup de chaleur à ce moment-là. Exactement, et en hiver, quand il va faire très froid, on a le ciel qui sera gris et on ne pourra pas récupérer d'énergie solaire, donc il va falloir utiliser d'autres énergies. Et l'avantage de cette solution-là par rapport à un stockage traditionnel dans de l'eau, c'est que dans de l'eau, quelle que soit l'épaisseur de l'isolant de votre boiler ou de votre ballon d'eau chaude, c'est qu'à un moment ou à un autre, l'eau va refroidir, et pour stocker des grosses quantités, il faut des gros volumes. Avec ce système, en fait, on stocke la même quantité d'énergie dans des volumes au moins 4 fois inférieurs et sans perte. C'est-à-dire qu'on peut stocker de l'énergie en été et la libérer en hiver sans avoir perdu pendant l'intersaison en fait, une quelconque calorie. On a vu l'intérêt de travailler pour vous, entreprise, avec les laboratoires. Qu'est-ce que les labos ont à y gagner, eux ? Les laboratoires sont financés majoritairement par l'Agence nationale de recherche, mais ils doivent compléter en fait leur budget par des financements privés. Et via notamment des partenariats avec des sociétés comme la nôtre où on n'a pas une taille critique suffisante pour avoir notre propre laboratoire de recherche et développement, ou alors via des partenariats où on développe en commun des brevets, comme c'est le cas là sur ce projet de stockage, où il y aura une copropriété de brevets en fait, qui sera mise en place à l'issue du programme de recherche et développement. C'est gagnant-gagnant, ce que vous dites. Exactement. Autre chantier, comment faire mieux sur les installations existantes. Alors c'est un exemple assez étonnant à Saint-Louis. On imagine que la centrale de bois chauffe une partie de la ville, ça forcément, mais elle sèche également des bûches de bois, des bûches que vous utiliserez après chez vous. Regardez. L'idée part d'un constat très simple. Après avoir chauffé des logements et des bâtiments du secteur, l'eau du réseau de chaleur de la centrale revient ici, à son point de départ. Plus assez chaude pour être réutilisée directement dans le réseau, mais suffisamment pour avoir une seconde vie. Au retour des réseaux, la température est encore trop élevée, ce qui induit en fait des pertes d'efficacité énergétique au niveau de la chaufferie, d'où l'idée de la mise en place d'un sécheur. Et ce sécheur permet d'utiliser cette chaleur résiduelle pour une meilleure valorisation et optimisation, et ce qui nous permet de sécher les bûches très rapidement. La chaleur restante est ainsi pulsée dans ces containers qui contiennent chacun 20 stères de bois. Et avec ce souffle puissant, à près de 50 degrés, on descend sous les 20% d'humidité en seulement une semaine, là où il faut attendre 2 ans avec du bois stocké en extérieur. Alors du coup là vous avez une bûche de 25 cm, du hêtre, et une des caractéristiques c'est la gerçure du bois, ce qui permet de montrer qu'il est bien sec. Après les bûches sont plus légères aussi, et vous avez un bruit caractéristique quand vous les claquez l'une contre l'autre, ce qui prouve que le bois est bien sec. Un système gagnant-gagnant qui permet à la centrale d'utiliser sa chaleur fatale et de produire un bois de chauffage très sec qui a un meilleur pouvoir calorifique et qui émet moins de particules.
Voilà, ça c'est de l'optimisation, hein. En une semaine, c'est chauffé alors que ça prendrait 2 ans traditionnellement. Oui, puis ça évite aussi de stocker du bois très longtemps quand on ne sait pas s'il va y avoir un hiver rigoureux ou pas. Là, une semaine avant les prévisions météo qui vont nous annoncer un hiver rigoureux, on est en capacité en fait de sécher une quantité importante de bois. Et pour le particulier, ça lui permet d'avoir rapidement en fait à disposition une bûche sèche. Voilà, ça c'est de l'optimisation. Il y a d'autres pistes que vous explorez encore, hein? Les pistes qu'on explore aujourd'hui, c'est essayer de développer d'autres énergies renouvelables locales qui ne sont pas encore développées sur le territoire. Et également, on travaille sur la réalité augmentée, puisque nos installations deviennent de plus en plus techniques et pointues. Ouais. Et nos techniciens sont parfois isolés sur le territoire dans leur chaufferie. Et quand ils ont besoin d'une assistance par les ingénieurs, plutôt que d'envoyer un ingénieur à ses côtés pour l'aider, on équipe nos techniciens de lunettes à réalité augmentée. Et ce qui fait que, exactement, comme ça. Et donc, l'ingénieur qui est au bureau peut communiquer avec lui, voir ce qu'il est en train de faire, éventuellement partager des notices directement sur les lunettes pour que le technicien puisse intervenir en toute autonomie et en toute sécurité sur un site avec une personne qu'on pourrait dire qui est téléportée finalement grâce aux lunettes. Excellent, voilà, ça c'est l'innovation. Pour conclure, évidemment, face au réchauffement de la planète et à l'épuisement des ressources naturelles, l'innovation s'impose, on le voit chez vous. C'est quoi les grands enjeux pour vous dans les années à venir? C'est un peu la somme de tout ce qu'on vient de voir. On a une demande qui est de plus en plus importante de nos clients sur mieux et moins consommer. Donc à travers l'intelligence artificielle, on va mieux produire nos énergies pour qu'ils consomment mieux. Le fait de lui mettre à disposition un certain nombre de données sur sa consommation va permettre aussi à notre client de se rendre compte en fait ce qu'il consomme et l'inciter aussi peut-être à consommer à d'autres moments quand les énergies sont plus renouvelables ou moins onéreuses. Donc ça, c'est une thématique. Après, il faut, pour arriver à l'objectif de la collectivité de 100% ENR en 2050, il va falloir qu'on stocke de l'énergie, qu'on développe de nouvelles énergies renouvelables, qu'on utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le fonctionnement de nos réseaux. Et on commence maintenant en 2019. Enfin, voilà. On ne commence pas. On commence à appliquer toute cette recherche. Et oui. Et il faudra également stocker l'énergie comme on l'a vu avant. Donc c'est la somme en fait de toutes ces innovations qui va nous permettre en fait d'aller assez rapidement vers l'objectif de 2050. Merci beaucoup pour ces explications, Hervé Labarlette. Merci à vous. Merci. Voilà, fin de cette édition. Et nous on se retrouve pour un nouveau magazine de l'énergie d'ici un mois. Salut.